Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache. C'est une coïncidence, c'est peu de temps après la sortie du livre de notre invité d'aujourd'hui que Jean-Michel Apathy a choisi de se faire suspendre de la radio RTL, de subir une volée de bois vert de la part de tous les médias pour avoir dit une vérité, à savoir que les exactions coloniales françaises n'ont rien eu à envier à celles de l'armée allemande pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Ruscio. Bonjour. Merci d'être là. Eh bien, c'est toujours un plaisir. C'est pas la première fois que tu es avec nous et en ce moment, tu es particulièrement occupé grâce à Jean-Michel Apathy. Je lui dois un grand merci. Mais effectivement, mon livre a été publié en octobre dernier, donc avant la sortie de Monsieur Apathy. Mais effectivement, je pense documenter beaucoup de ces affirmations dans ce livre. Et ce livre, donc, s'appelle « La première guerre d'Algérie ». Beau pavé, une somme, sous-titré « Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 ». Il raconte la façon dont les armées françaises ont conquis l'Algérie, en ont fait ce que le roi Louis-Philippe, dès les années 1840, désignait comme une terre pour toujours française, bien avant que François Mitterrand dise « l'Algérie, c'est la France », quand il était... Pierre Mendès France. Et Mendès France aussi. N'oublions jamais. Sous la 4e République, au début de la deuxième guerre d'Algérie, donc on comprend que c'est la deuxième, la guerre d'indépendance, puisqu'il y en a eu une première dont tu fais l'histoire ici. Alors, juste un chiffre, on estime, une étude très solide, qui estime à 800 000 morts entre 1830, le début de la conquête, et 1872. Donc, les victimes de la population algérienne, direct ou indirect. C'est notre collègue Kamel Kateb, qui est un démographe reconnu et respecté. Toi-même, donc, tu évalues à autour de 500 000 morts pour une population de 4 millions d'habitants, tout au plus. Oui, c'est difficile d'estimer. Bien sûr, il n'y avait pas de recensement en 1830. Les études historiques s'accordent sur une fourchette un petit peu vague, évidemment, entre 3 et 4 millions. Moi, je suis parti sur la base de 4 millions et effectivement, avec une sorte de péréquation, évidemment, assez approximative, mais malgré tout documentée, sur la base d'un demi-million de victimes qui sont, je le dis d'emblée, premièrement, très majoritairement des civils, et deuxièmement, des victimes qui ne sont pas mortes directement de la conquête, c'est-à-dire des combats, mais qui sont mortes des effets de la conquête, de la présence coloniale. Déplacement de population, c'est souvent des opérations volontaires de la part maladie. Je signale par exemple que le choléra était une maladie qui était inconnue en terre d'Afrique, qui a été évidemment importé à leur corps défendant par des colons dès 1832, et quelque chose comme ça. Et donc, dès ce moment-là, bien évidemment, ça a été une maladie galopante compte tenu des conditions d'hygiène de la période. Ceci indépendamment des très nombreuses exactions et atrocités en tout genre, on parlera, sur lesquelles, évidemment, on va revenir et qui légitiment, évidemment, sur le fond, la comparaison que Jean-Michel Apathy faisait. On y reviendra. Quand même quelques mots pour te présenter. Alain, tu es un historien de la colonisation et de la décolonisation. Tu as publié une série de livres, par exemple sur le rapport des communistes avec l'Algérie et la guerre d'Algérie en particulier. Et l'Indochine. Et la décolonisation. Question épineuse, question douloureuse. Un livre qui s'appelle Nostalgérie aussi, qui est une histoire de l'OS. Donc chez le même éditeur, tout à fait. Oui, un livre qui a une petite dizaine d'années, qui était la dénonciation non seulement de l'action de l'OS durant la guerre d'indépendance de l'Algérie, mais également sur la nostalgérie persistante, qui est une des composantes majeures du retour vers le négationnisme colonial. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce négationnisme dont on voit les effets avec cette levée de bouclier contre Apathy pour avoir dit une vérité, évidemment, sa cause, elle est liée à l'OAS, elle est liée au fait que cette guerre d'Algérie, d'une certaine façon, continue et que dans la culture politique française, on ne se remet pas d'avoir perdu l'Algérie. On voit comment Bruno Retailleau, actuellement, fait fond
sur le racisme anti-algérien à tous égards. Une sorte de réflexe conditionné, hérité des 132 années de colonisation, mais probablement plus d'une notion de choc avec la civilisation musulmane. Je cite toujours cette magnifique formule d'Anatole France pour définir la bataille de Poitiers. C'est une période que tu connais bien mieux que moi, la bataille du Haut Moyen-Âge, en 732. 732, je vois que nous avons les mêmes références. Anatole France disait c'est une défaite de la civilisation arabe face à la barbarie franque. L'expression d'Anatole France. Donc, évidemment, cette hostilité, pas à l'Algérie en tant que telle, mais à l'islam, au monde musulman, au monde arabo-musulman, est très très ancienne dans la culture française, et certains aujourd'hui encore le cultivent et en font une sorte de tremplin politique pour des buts qui ne sont même plus inavoués aujourd'hui. C'est une ressource politique dans la culture française, bien sûr. Liée à ce passé-là. Pour revenir à juste une seconde sur Anatole France, finalement, là, il inversait civilisation et barbarie. Et je pense qu'il faisait aussi référence au fait, qui est reconnu par les historiens, qu'au cours du Haut Moyen-Âge, y compris à l'époque des successeurs de Charles Martel, notamment Charlemagne, il y a un rayonnement culturel, une puissance économique qui sont bien supérieures dans le monde arabo-musulman. En médecine, en astronomie, en philosophie. Les gens qui ont un tout petit peu de culture savent que, par exemple, la philosophie grecque nous a été transmise par l'intermédiaire du monde arabo-musulman et par les lumières du monde arabo-musulman au Moyen-Âge. Mais même ça a fait l'objet d'un combat culturel d'extrême droite pour essayer de revenir sur cette idée. Dernière chose quand même, avant qu'on en vienne à cette histoire, je veux souligner aussi que tu contribues au site histoirecoloniale.net. Oui, merci de le signaler. Je constate que tu es probablement un lecteur assidu, comme d'ailleurs beaucoup de collègues historiens. Ce site a été créé, j'en profite pour saluer la mémoire de François Gèze, à qui d'ailleurs mon livre est dédié. François Gèze, qui a été un petit peu notre grand frère, même si la différence d'âge n'était pas importante, mais qui a été un petit peu la cheville ouvrière de la reprise d'un site qui avait été fondé par François Nadiras, qui était un militant anti-Front National dans la ville de Toulon. Donc voilà, notre site s'appelle histoirecoloniale.net et nous couvrons la totalité des colonies françaises et bien sûr souvent du monde colonial anglo-saxon, allemand, portugais, etc. Donc, reportez-vous à ce site et vous aurez beaucoup d'informations, y compris sur les controverses actuelles, où effectivement, par exemple, sur Oradour, il se trouve que c'est moi qui ai commis cet article, je cite de nombreux exemples d'observateurs durant la guerre d'Indochine, durant la guerre d'Algérie, qui ont comparé, et par exemple Hubert Beuve-Méry, je l'ai gardé sous les yeux, Le Monde, le 13 mars 1957, Hubert Beuve-Méry écrit « Dès maintenant, les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus le droit de condamner dans les mêmes termes qu'il y a 10 ans les destructeurs d'Oradour ». Dans Le Monde, ce n'était pas un organe d'extrême gauche. Je rappelle que ce qui a déclenché la tempête contre Apaty, c'est qu'il a comparé au massacre de la population du village d'Oradour-sur-Glane dans le Massif central par la division d'Astreich, qui avait réuni les villageois dans l'église avant de tous les tuer. De nombreux épisodes de ces guerres de conquête, de ces guerres coloniales. Une autre citation, si tu veux bien, Georges Altman, c'est un nom d'un grand du journalisme du XXe siècle, qui a dans la mémoire un petit peu disparu. Georges Altman était fondateur des groupes francs-tireurs et donc un résistant émérite. Georges Altman dirige le journal Francs-tireurs à la Libération et en décembre 1945, il écrit un article qui s'appelle « La tache de sang », dans lequel il dénonce les exactions de l'armée française en Indochine. Nous sommes même avant la généralisation de la guerre, et il cite le nom d'Oradour. Il dit « Nous n'avons pas le droit de semer des Oradours ». Décembre 45, donc que Mme Portelli et que M. Sotos améliorent quand même grandement leur culture historique. C'est vrai que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les journalistes fassent preuve de beaucoup de culture, mais c'est peut-être aussi, surtout, qu'ils ne font pas preuve de beaucoup d'indépendance. C'est-à-dire que ça les dérange, je pense, d'aller contre l'air du temps. Bien sûr, il y a les deux. L'ignorance, dans ce cas-là, a bon dos.
mauvaise conseillère. Je pense aussi, puisqu'on en est à l'évocation de ces acteurs qui ont eux-mêmes fait des parallèles avec les violences subies de la part de l'Allemagne, de son armée et des nazis. Je pense aussi à Paul Teitgen, bien sûr, qui lui, à propos de la torture pratiquée par l'armée française, alors que lui-même était un haut fonctionnaire français, a dit qu'il ne pouvait pas accepter que des méthodes soient mises en œuvre par la France, similaires à celles que la Gestapo avait utilisées. Bien sûr, et alors que lui-même avait été prisonnier par la Gestapo et torturé par la Gestapo. Voilà donc tout un monde que nos journalistes pourraient découvrir. Alors, ce livre, donc, la première guerre d'Algérie, tu l'avais évidemment programmé bien longtemps avant que cette polémique survienne. Et de fait, ce sera peut-être la vertu donc, de cet épisode à Paty, jusqu'à une date récente, seuls les historiens avaient conscience de l'extrême violence de la conquête de l'Algérie. Tu as choisi de te focaliser sur les 2 premières décennies, sur les tout début, pendant la monarchie de Juillet, même si ça commence en réalité sous la Restauration. Sous la Restauration, Charles X, bien sûr, c'est le drapeau blanc qui, le premier, est implanté sur la terre algérienne, qui est immédiatement ensuite remplacé par le drapeau tricolore, puisque l'arrivée de l'armée française, c'est le 4 juin 1830, la prise d'Alger, c'est le 5 juillet 1830, et comme tous les auditeurs du média sont cultivés, ils savent qu'il y a les 3 glorieuses 26, 27, 28 juillet 1830, donc tout de suite après, c'est la monarchie de Juillet. Mais enfin, les deux avaient vraiment des buts comparables. Changement de régime et continuité, semble-t-il, complète de ce point de vue-là. Je dirais que la Restauration, dans un premier temps, était quand même... Bon, l'objectif était évidemment de prendre et de détruire une partie d'Alger, en tout cas ce qu'ils appelaient la puissance barbaresque. La Restauration n'a pas eu le temps d'élaborer un projet, bien sûr, de structurer un projet. Mais la monarchie de Juillet, elle l'a fait dans les 3 ou 4 premières années. Et à partir de ce moment-là, il s'agissait d'un programme véritablement de colonisation au second sens du terme, c'est-à-dire accaparement des terres par des Européens. Et contre cet accaparement, il y avait bien sûr une résistance algérienne qui a été menée par deux personnalités. La seconde n'est pas suffisamment citée. À l'ouest, il y avait l'émir Abdelkader, et à l'est, il y avait le bey Ahmed, qui était le bey de Constantine. Donc, face aux exactions et aux accaparements de terres par la puissance française, eh bien, la résistance a été tout à fait naturelle. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, l'armée française a procédé aux exactions, à la destruction de masse dont on va parler, j'imagine. Si on revient quand même d'abord sur le projet. On lit souvent, dès l'époque, que cette guerre, cette colonisation se justifie notamment par la lutte contre la piraterie, c'est ça? C'est une motivation immédiate, c'est une justification immédiate de lutter contre la piraterie barbaresque. C'est l'expression de l'époque, en oubliant au passage qu'il y avait une autre piraterie, qui était la piraterie des puissances chrétiennes, tout simplement, qui combattait également et qui prenait également des otages, des prisonniers, et qui prenait également des butins. Donc, il y avait la Méditerranée était un lac d'insécurité absolue. Effectivement, beaucoup de bateaux qu'il a sillonnés, beaucoup de bateaux chargés de victuailles ou de marchandises diverses étaient pillés. Et donc, ce qui explique d'ailleurs qu'il y avait ensuite à Alger un grand trésor. Donc, c'était l'idée de dire, mettons fin définitivement à la piraterie barbaresque. Je signale d'ailleurs dans mon livre que 1830 n'est pas la véritable date de départ du projet français. Je rappelle qu'il y a eu le bombardement d'Alger par l'amiral Duquesne, donc sous les ordres et sous la direction de Louis XIV, à la toute fin du XVIIe siècle. Je rappelle que Napoléon Bonaparte, avant de jeter son agressivité sur l'Europe, avait envisagé, j'ai des textes très dans le courrier avec Talleyrand par exemple, il dit il faut punir Alger et il faut s'emparer d'Alger. Donc, il ne l'a pas fait parce qu'encore une fois, il était en Europe. Mais vous voyez, tout ça, c'est très, très ancien. Et puis, 1830, effectivement, la motivation, c'est ce que je viens de dire, les causes profondes. En histoire, il n'y a jamais une seule cause. Les causes profondes sont, d'une part, évidemment, la volonté de contrôler un port sur la côte septentrionale de l'Afrique, pour contrecarrer la puissance britannique. Les Anglais sont déjà installés à l'époque à Gibraltar.
Malte est une colonie anglaise et Corfou est une colonie anglaise. Donc 3 points d'ancrage au nord de la Méditerranée qui permettent à l'Angleterre de dominer cette mer intérieure. Et donc les Français disent nous avons Toulon et Marseille, il faut également Alger. Et puis alors il y a d'autres causes bien sûr. L'autre cause c'est effectivement le projet proprement colonial de dire nous allons mettre en valeur ces terres parce que les indigènes, c'est l'expression de l'époque, étaient absolument incapables d'avoir un travail sérieux de ces terres, ce qui est une aberration pour les gens qui ont connu les descriptions de l'Algérie au XVIIIe ou début du XIXe siècle. Donc seconde cause, vraiment un grand trait. Troisième cause, c'est la lutte contre la misère. L'Europe est un endroit de misère absolue, ou de poche de misère absolue. Qu'on se rappelle de Gensu, par exemple, les mystères de Paris. Bon, c'est postérieur, mais enfin, c'est quand même qu'on se rappelle les caves de Lille décrites par Victor Hugo, où il parle de la mortalité infantile, des enfants de 6 ans qui sont déjà dans les mines, etc. Et donc, pour lutter contre cette misère qui elle-même engendre des luttes qu'un certain nombre de gens qui se réclament du marxisme, mais pas seulement d'ailleurs, parlent de lutte de classe, pour lutter contre le danger social, c'est l'époque où le drapeau rouge réapparaît sur les barricades des canuts. C'est l'époque, 10 ans plus tard, où Marx et Engels écrivent le manifeste communiste, où ils écrivent un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Donc on va pouvoir exporter finalement les populations, le surplus de populations qui ne trouvent pas leur place. Exporter les populations en disant il y a des terres supposées vierges, vous avez tellement de misère ici que vous allez pouvoir vivre une vie nouvelle au soleil avec une végétation luxuriante. Il y a des textes complètement incroyables qui sont écrits à l'époque sur l'Eldorado. J'emploie le mot pour résumer ce courant de pensée. Il y a la notion d'un Eldorado algérien qui va permettre à certains moments, ils disent même des millions d'Européens. Et au passage, je signale que les Français, d'ailleurs, dans un premier temps, ne sont pas majoritaires. Je parle des colons. Les colons, ce sont, dans un premier temps, en majorité des Espagnols, des Maltais, des Italiens, des Allemands, des Suisses. Donc voilà, c'est une chose qui n'est pas suffisamment connue. Alors, ce sont évidemment les modalités de la conquête et la férocité toute particulière des armées françaises qui occupent une partie, en tout cas, de ton livre et qui sont bien connues à l'époque, que Victor Hugo, par exemple, va souligner, va dénoncer. Au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui met fin à la courte expérience de la Deuxième République en 1851, ceux qui résistent, ceux qui sont les partisans de la République et qui sont très vite renvoyés du côté de l'extrême gauche, vont être massacrés. On dit l'armée se comporte avec eux, par exemple dans le sud-est de la France, avec ces résistants qui s'opposent donc au coup d'État, comme si elle se croyait en Algérie, pour dire à quel point la férocité est connue. Il y a une description sous la plume de Victor Hugo, justement, de la résistance et de la répression contre la résistance au coup d'État, où on voit, j'ai peut-être un trou de mémoire, je crois que c'est le général Lamoricière, en tout cas un des sabreurs de la guerre d'Algérie. Non, c'est plutôt Cavaignac. Bon, on vérifiera, mais en tout cas, je pense que c'est Cavaignac, qui dit à ses soldats, sabrer, sous-entendu les ouvriers, comme des bédouins. Donc, vous voyez l'idée que la violence coloniale, et Césaire écrira par la suite des choses absolument magnifiques là-dessus, la violence coloniale, elle fait progressivement... retour. C'est un bel exemple de la façon dont ça fait retour en métropole. Et d'un certain point de vue, le 17 octobre 61, c'est une date également qui rappelle le fait que les exactions, l'esprit colonial, le racisme colonial ne pouvait pas rester circonscrit au colonie elle-même, mais arrivait comme un poison à l'intérieur de la société française. Je rappelle que tu fais allusion aux événements d'octobre 61, notamment le massacre à l'issue de la manifestation pacifique du 17 octobre des Algériens à l'appel du FLN par la police, notamment la police parisienne, qui abat, qui tue de sang-froid un nombre indéterminé, mais probablement plusieurs centaines d'Algériens. Un salut au passage à la mémoire de Jean-Luc Hénaudier également.
qui a été le premier à faire l'histoire pionnière à une époque où les universitaires ne s'en occupaient pas, mais on en a aussi parlé dans La Grande Hache et sur le site Histoire coloniale, il en a été souvent question avec Fabrice Risputi notamment. Revenons un petit peu quand même justement sur le comportement de ces généraux, de cette armée, sur la manière dont ils sont approuvés par les intellectuels français. Souvent, Tocqueville par exemple dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un comme Bugeaud en particulier, qui a longtemps eu des rues à son nom en France et qui en a encore beaucoup. Qui en a encore, C'est sous la pression. Donc aujourd'hui, on débaptise un certain nombre de rues, parfois au grand scandale de la droite. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement là-dessus, sur le comportement de l'armée sous l'autorité de ce genre de personnage ? Eh bien, une chose est certaine, c'est que personne ne pourra me reprocher d'avoir cité mes sources, parce qu'en réalité, ceux dont tu as parlé, mais c'est le cas de Montagnac, c'est le cas de Bugeaud, bien sûr, c'est le cas de Lamoricière, c'est le cas de Saint-Arnaud, qui avait fait l'objet d'un magnifique livre de François Maspero. Tous ces gens-là écrivaient et se vantaient. Et toute cette correspondance a été par la suite comme une sorte d'hommage publié sous forme les lettres d'un soldat de Montagnac ont été publiées par ses neveux 40 ans plus tard à la librairie Plomb. Et donc, c'est une façon de dire, vous voyez bien que la France a eu raison de nous confier la répression, c'est que nous ne faisons pas de cadeaux. Et là, il y a des descriptions absolument effrayantes aujourd'hui, qui sont intrinsèquement, mais qui a été considérés comme des faits de gloire par beaucoup de soldats, des descriptions effrayantes, des razzias. Ils rigolent même, ils disent nos soldats couraient après les moutons qui étaient effrayés, ils les égorgeaient sur place, ils prenaient les bœufs, ils prenaient les céréales, et laissaient les fellahs, les paysans algériens mourir de faim. Il y a également des descriptions sous la plume de Saint-Arnaud de centaines de villages qui brûlent, et il parle du magnifique spectacle de nuit de toutes ces flammes qui éclairent la nuit. Donc tout ça c'est référencé par les acteurs eux-mêmes. Et puis ensuite, une découverte que j'ai faite, vraiment là, grâce à la consultation de Gallica, puisqu'on peut voir beaucoup de presse de l'époque consultable, dont le Journal des débats, par exemple, qui était vraiment le grand journal libéral de l'époque. Eh bien, tous ces faits-là sont référencés et sont exaltés. Encore une fois sur le thème de la réussite de la conquête française. La supériorité, au fond. La supériorité. Mais à contrario, il y a à l'intérieur ce qu'on appelait à l'époque le parti coloniste, des gens qui sont férocement partisans de l'Algérie française, mais qui en même temps sont adversaires des exactions. Et là, par exemple, la figure de Lamartine est très intéressante. Lamartine justifie, dans un discours que je cite de 1834, que je qualifie de discours pré-ferriste, c'est un petit peu les bases de la justification de la colonisation par Lamartine en 1834, alors que le discours le plus célèbre de Ferry, c'est du 185, 50 ans plus tard. Donc, Ferry est un partisan de l'Algérie française. Lamartine est un partisan de l'Algérie française. Mais Lamartine condamne, par exemple, au moment des enfumades du Dara, il y a un débat public qui n'a pas été imaginable, par exemple, pendant la guerre d'indépendance, la seconde guerre d'Algérie. Les gens qui critiquaient l'usage de la torture, il y avait par-ci par-là une phrase d'Hubert Beuve-Méry. Mais ils étaient censurés. Mais en général, ils étaient censurés, voire même condamnés. Revenons précisément sur ces enfumades qui sont tout à fait emblématiques des atrocités commises contre les civils de manière indiscriminée par l'armée coloniale. Il y a cet épisode-là, des grottes de Dara, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux un peu raconter comment les choses se sont passées? C'est autour d'1 millier de morts, semble-t-il, rien que cet épisode-là, asphyxiés, donc volontairement. Oui. Alors, le chiffrage exact n'est pas connu, parce qu'évidemment, ce n'était pas référencé par les sources de l'époque, mais des approximations, oui, plusieurs centaines, ça c'est certain. Eh bien, il faut parler au pluriel, déjà. Moi, j'en référence 3 dans mon livre, alors qu'il en avait peut-être eu plus, mais évidemment, tous les officiers ne se vantaient pas, où on retrouve, bien sûr, peu de traces de ces pratiques. Parce que là, il pouvait quand même être ébranlé. Ça a suscité un débat. Alors, celle du Dara, presse, tu le disais. Alors, pour une raison, d'ailleurs, je dirais, d'une imprudence.
Alors, je situe déjà les personnages. Le gouverneur général de l'époque, c'est Bugeaud. Bugeaud donne donc des ordres, et à l'époque, on ne déroge pas aux ordres de Bugeaud, il ne faut pas rigoler avec ça. Et il donne en particulier un ordre au général Pélissier, qui est un général donc, de la région de Mostaganem, de poursuivre les tribus dissidentes. Et il ajoute, si elles se réfugient dans des grottes, enfumez-les comme des renards. Les indigènes sont des animaux, donc c'est pas très grave si on les enfume. Et l'enfumade, donc c'est le mot enfumé figure sous la plume de Bugeaud. L'enfumade, c'est donc la pratique qui consiste à, lorsqu'une tribu avait été soit par résistance, il y avait eu des francs-tireurs qui avaient pu tirer sur une colonne française, soit tout simplement par peur. Ces tribus se réfugiaient là où elles connaissaient bien sûr par cœur cette région, c'est-à-dire dans les grottes légèrement surélevées. Eh bien, l'armée française, plutôt que de risquer de voir ses propres soldats tués par les francs-tireurs qui avaient quand même des fusils qui étaient en surplomb, amenait des fagots et les brûlait. Et attendait que les gens soient, hélas, brûlés vifs, grillés vifs ou asphyxiés. Et l'erreur qu'a faite Pélissier, c'est qu'il avait dans son entourage, au nom de la solidarité des pays d'Occident sans doute, un officier espagnol qui lui a été horrifié par ce qu'il a vu et qui a réussi à faire passer à un journal espagnol dont j'ai oublié le nom, le récit, qui ensuite, bien sûr, a fait boule de neige et est arrivé jusqu'à l'opinion française. Il y a eu un vrai débat, ce qui peut paraître aujourd'hui assez étonnant, encore une fois, quand on compare à la 4e ou 5e République, un vrai débat avec une vraie dénonciation argumentée sous des signatures que l'on n'attendrait pas forcément. Par exemple, le duc de la Moscova, qui était le petit-fils, ou peut-être le fils du maréchal Ney, à la Chambre des Pairs. La Chambre des Pairs, c'est pas un refuge de gens de gauche, hein, c'était tous des aristocrates. Hein. À la Chambre des Pairs, donc le duc de la Moscova fait une dénonciation très très violente et met en situation le Premier ministre de l'époque et le maréchal Soult. Ce n'est plus Adolphe Thiers dont on parlera si vous voulez. C'est Soult et lui dit et c'est désavoué. Et l'autre il dit oui, mais peut-être il faut observer de plus près. Je désavoue et les pairs lui disent il ne suffit pas de désavouer, il faut condamner. Dans la presse, dans le discours de Lamartine, encore une fois, on retrouve ces condamnations. Donc oui, les Français de 1845, d'Arras et 45, les Français de 1845 étaient, semble-t-il, mieux renseignés qu'un certain nombre de ministres ou de journalistes du XXIe siècle. D'accord. Cette violence, elle est liée aussi au fait qu'il s'agit d'une colonisation de peuplement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de s'approprier les terres. Bien sûr. Et ça me fait penser aux travaux de Raphaël Branche, notamment sur l'embuscade de Palestro, c'est-à-dire sur un événement pendant la guerre d'Algérie, la deuxième, la guerre d'indépendance, d'une brigade française qui est massacrée par des moudjahidines, par des rebelles. Le travail de Raphaël Branche a démontré que la violence de l'opposition à l'armée française dans ces régions-là pouvait être mise en relation avec la violence de l'expropriation des terres, bien sûr, un siècle avant, puisque c'est dans ces mêmes régions que l'intensité justement de ce phénomène d'appropriation des terres et la violence contre ceux qui les occupaient avant s'était déployée de la façon la plus intense. Bien sûr, vous connaissez le mot du tristement célèbre et ex-maréchal Pétain, quand il disait « les Français ont la mémoire courte ». Eh bien, les Algériens n'ont pas la mémoire courte. Et c'est d'ailleurs, je vais répondre à votre question tout de suite après, mais c'est d'ailleurs un sujet de réflexion de ma part et de la part de beaucoup, de dire comment les Français ont-ils pu penser que dans la mémoire collective algérienne, en dehors même du fait qu'il peut y avoir manipulation, utilisation par le pouvoir algérien d'aujourd'hui, ce n'est pas contestable. Mais en dehors de tout ça, toutes les familles algériennes ont une sorte de mémoire enfouie qui parfois ressurgit de ce qu'ont été les crimes de la totalité de la colonisation, des 132 ans de colonisation. On cite un exemple
qui paraît peut-être assez drôle. C'est Albert Camus qui raconte ça en 1945. Je n'idéalise pas la position de Camus au passage, mais c'est Albert Camus qui raconte ça en 1945, qui dit lorsqu'un enfant algérien n'est pas sage, sa mère lui dira « Sois sage, sinon je vais appeler Bijou ». C'est qui Bijou? C'était Bugeaud. Donc en 1945, un siècle après Bugeaud, Bugeaud est encore un petit peu le grand méchant loup, c'est le croque-mitaine, quoi. Le croque-mitaine, voilà, le barbe bleue. voilà, et tout ça à la fois. Et donc cette mémoire-là, elle existe. Alors, pour revenir précisément à ta question, l'accaparement des terres était l'aboutissement logique. On ne colonise pas pour seulement la gloire du sabre, on ne colonise pas seulement pour avoir un drapeau tricolore, donc en l'occurrence qui flotte sur Alger, Oran, Constantine. On colonise pour accaparer des terres, justement pour envoyer toute cette masse de population misérable pour essayer de trouver une nouvelle vie. Eh bien, cette colonisation, elle s'est faite dans un pays où il y avait une vie agricole intense, où il y avait des centaines de milliers de paysans algériens qui cultivaient leur terre. Alors, avait-il un titre de propriété ? Très rarement, bien sûr. Je veux dire, c'est complètement, j'oserais dire imbécile de penser que d'aller voir un paysan algérien en 1835 ou 1840 en lui disant prouve-moi que tu es bien propriétaire de cette terre. La preuve, elle était dans la collectivité rurale. Elle était dans les voisins qui voyaient depuis 3-4 générations l'arrière-grand-père de ce monsieur, son grand-père, etc., qui cultivait la même parcelle de terre, et personne s'aventurait à lui en prendre le moindre mètre carré. Donc, oui, ils étaient propriétaires parce qu'ils l'utilisaient et ils faisaient vivre leur famille de cette façon. Lorsqu'ils n'avaient pas le document voulu, eh bien, ils étaient expulsés. Et ils étaient expulsés au nom de l'utilisation par un Européen pour installer des Européens, pour installer un colon qui, lui, serait capable de mettre en valeur cette terre. Évidemment, l'Européen étant intrinsèquement supérieur à l'habitant de l'Algérie. Dès la Seconde République, je crois, tu le dis, donc dès 1848-49, si je ne me trompe pas, on divise l'Algérie en départements français. Bien sûr. On en fait des départements français. Alors, je me permets quand même d'amener une précision. Il y a un autre exemple dans la colonisation française, c'est la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, qui est également une colonisation de peuplement avec, en particulier, un certain nombre d'anciens bagnards, mais qui ensuite sont devenus, peut-être à leur corps défendant, je n'en sais rien, en tout cas, qui sont devenus des spoliateurs eux aussi. Alors, la révolution de 1848 arrive à un moment étonnant dans l'histoire de l'Algérie. Donc, je rappelle aux auditeurs, février 48, ça succède immédiatement à la reddition, dans l'honneur d'ailleurs, de l'émir Abdelkader, qui avait mené la lutte jusqu'à décembre 1847, qui ensuite était complètement acculé, et ses troupes étaient décimées, donc il s'est rendu dans l'honneur contre la promesse de finir ses jours en terre d'islam, promesse qui n'a pas été tenue par la France. Mais bon, je ferme cette parenthèse. En 1848, les nouveaux dirigeants du pays, donc la Seconde République, s'aperçoivent d'une chose, c'est que l'armée française a combattu donc depuis 18 ans à ce moment-là, et que finalement, le nombre de colons qui donc sont censés rapporter également, même indirectement, à la France, le nombre de colons français est insuffisant. Donc il va y avoir deux phénomènes. D'une part, ce que tu as dit, la départementalisation. Donc avec cette idée d'une façon décisive, cette fois-ci, ça y est, on est entré dans l'éternité française. On a grandi la France, quoi. On a grandi la France. Sauf qu'il y a une population sur ces territoires qui n'a pas le même statut juridique que les autres, c'est les indigènes. Il est hors de question qu'ils aient le même statut juridique, sinon ils submergeraient les nouveaux maîtres, et donc les nouveaux maîtres seraient en situation délicate. Donc c'est un apartheid avant la lettre, enfin avant. Oui, on peut parler d'un apartheid masqué. Il n'y a jamais eu de loi qui mettait une cloison absolument étanche entre les deux populations, mais de fait, les deux populations étaient... D'ailleurs, Tocqueville, que tu as cité tout à l'heure, emploie un mot qui a ensuite parcouru toute l'histoire de l'Algérie, le mot juxtaposition. Les deux populations sont juxtaposées. Et donc, avec un tel statut, il était hors de question qu'il y ait la moindre fusion. Et de toute façon, le monde colon l'aurait refusé, les autorités l'auraient refusé.
Alors, le deuxième aspect de la politique de la Seconde République, c'est une colonisation étatique. On peut dire que jusqu'à 1848, jusqu'à fin 47, on va dire, la colonisation avait bien sûr été favorisée avec une propagande, avec une demande d'engagement de gens qui traversaient la Méditerranée, mais il y avait également une colonisation assez anarchique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient des quatre coins de l'Europe, d'ailleurs, je l'ai dit, et qui prenaient le bateau. Soit ils bénéficiaient d'un tarif préférentiel, soit ils payaient avec leurs économies, et ensuite ils arrivaient. C'était vraiment la première génération de colons était vraiment une génération de pauvres. Vraiment de pauvres. J'ai employé le terme de lumpen colonna dans mon donc le colonna en haillons en quelque sorte. Hein. Comme il y a un lumpen prolétariat. Comme il y a un lumpen, c'est un nouveau clin d'œil au grand ancêtre. Donc jusqu'à 47, c'était un petit peu. Alors il y avait bien sûr déjà un début de colonisation capitaliste. Il y avait quelques grands domaines, mais pour l'essentiel, c'était des colons qui arrivaient, qui étaient vraiment démunis, qui se débrouillaient comme ils pouvaient. La Seconde République va dire on va mettre fin à tout ça, on va organiser la colonisation des terres, et donc il va y avoir une pratique qui va envoyer des dizaines de milliers de colons, trois générations confondues. D'ailleurs, voyage entièrement payé par l'État, et donc installation. Mais le problème, c'est que contrairement aux promesses qui avaient été faites, les infrastructures étaient soit inexistantes. On a même retrouvé des exemples de ce qu'on appelait ces colons de 48. Je dirais après qu'il y avait des proscrits de 48, ce n'est pas le même phénomène. Des gens qui s'étaient opposés au régime, au coup d'État. Voilà, on peut le dire en deux mots. Ouais. Les proscrits de 48, c'était une minorité de gens qui avaient combattu en juin 48 à la suite de la fermeture des ateliers nationaux. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, cette catégorie de colons de 48 à qui on avait promis monts et merveilles, donc évidemment, ils ont profité, puisque le voyage était gratuit, on partait, il y avait des enfants, peut-être pas à la mamelle, mais presque. Et il y avait des vieillards qui étaient vraiment dans la dernière partie de leur vie, mais qui partaient quand même. Et puis, certains sont arrivés sur des terres arides, alors qu'on leur avait promis l'Eldorado. Parfois, les maisons n'étaient pas construites ou seulement en phase de construction. On a même des exemples de ces colons-là qui ont été vivre dans des grottes, parce qu'il n'y avait rien d'autre pour s'abriter, y compris de la chaleur d'ailleurs, le climat, etc. etc. Et puis, manque de bétail, manque de semences, manque d'instruments aratoires. Donc la mortalité dans cette partie de la population a été également très forte. Donc moi, j'en suis arrivé au terme de ce travail et de me dire que la première colonisation, mais on pourrait presque dire la totalité de l'histoire coloniale, il y a eu une immense majorité de victimes. Il y a une immense majorité de victimes, quelques profiteurs et une immense majorité de victimes. Et dans le cas de la conquête de l'Algérie, c'est évident. Les colons ont souffert, les soldats français ont souffert, et puis bien sûr la population algérienne dont on a parlé en tout premier lieu. Il y a donc une politique délibérée, d'abord de la monarchie de Juillet, puis de la Seconde République, puis du Second Empire, de promouvoir auprès des populations françaises la colonie algérienne. À la suite de cette première phase de la colonisation, il y a eu un effort considérable de ce qu'on a appelé par la suite le parti colonial, qui n'était pas un parti structuré, mais qui est plutôt un lobby, un groupe de pression. On disait coloniste aussi au début, quand on alors on disait coloniste au début. Je vois que tu es un lecteur méticuleux. On disait coloniste à la toute première période, celle que j'ai étudiée, et puis progressivement, à partir de la Troisième République, on a parlé du parti colonial. C'était l'objet d'un article absolument fabuleux de Charles-Robert Ageron. Le parti colonial. Donc ce parti colonial a eu une politique systématique de ce qu'on peut appeler conquête des esprits et conquête des cœurs. C'est-à-dire la volonté, j'ai amené ici un certain nombre de documents. Alors là, on a complètement oublié notre période. Là, on est dans l'entre-deux-guerres. Vous voyez un petit peu le genre de choses que les enfants pouvaient avoir. C'est un petit peu l'équivalent des panini de nos enfants d'aujourd'hui. Historique des colonies de l'Algérie, les colonies françaises, l'Algérie. Donc vous voyez un petit enfant avec le casque colonial, le drapeau français. Et puis il y a l'histoire glorieuse donc de la prise de possession de l'Algérie, ou bien c'est les beautés de l'Algérie? Alors en fait, oui, c'est les beautés de l'Algérie. J'ai ici sélectionné par exemple. Ah oui, c'est vraiment des vignettes Panini. Ah oui, c'était vraiment des
des vignettes qu'on achetait, je pense, chez l'épicier, où on avait tant de vignettes par catégorie d'achat. D'accord, et on pouvait compléter son album. On pouvait compléter son album qui n'est pas seulement sur l'Algérie. Alors, la grande presse populaire également exaltait un petit peu le rôle de la France. Alors, je ne sais pas si on verra bien à l'écran le sous-titre, mais la fidélité de l'autre France, avec les guillemets nécessaires, les chefs arabes savent garder la foi jurée. Donc voilà, les chefs arabes qui sont soumis. En réalité, les seuls arabes qu'on aimait bien, c'était ceux qui étaient soumis. Ou alors, c'est illustré pour enfants que je date de l'immédiate après-guerre, Seconde Guerre. Donc c'est à l'époque où les gouvernements issus de la résistance sont au pouvoir. Hein. La prise d'Alger, donc là aussi, c'est une sorte d'exaltation. Le journal des jeunes de France, hein, c'est ça. Sirocco. Voilà. Ouais. Et donc cette propagande, elle s'insérait dans tous les interstices de la société française. Là, j'ai parlé des enfants, mais c'était vrai pour les adultes. Les expositions coloniales, on parle de la grande expo de 31, 8 millions de visiteurs quand il y avait à peu près 42-43 millions de Français. Mais également les expositions coloniales dans pratiquement tous les chefs-lieux de département. Le cinéma, Pépé le Moko, etc. J'ai fait un livre sur la chanson coloniale et j'avais un petit jeu qui me faisait plaisir de voir les plus âgés de l'auditoire et leur dire, par exemple, Maton Kiki. Immédiatement, ils chantaient Maton Kiki, Maton Quinoise, ou La casquette du Père Bugeaud, ou À la cabane bambou, ou C'est nous les Africains. Enfin, voilà les chansons qui ont imprégné l'imaginaire français. Donc, bien sûr, on sort un petit peu du cadre de mon livre, mais finalement, une fois que les fondements étaient posés, eh bien, il fallait également convaincre les Français d'adhérer au projet colonial, et ça a été, il faut bien le dire, un très grand succès. Il y a un grand consensus. Un grand consensus. L'opposition à la colonisation a toujours été extrêmement minoritaire. J'allais te poser la question. Oui. Il y a quand même il y a quelques opposants, quelques bribes de discours d'opposition. Il y a eu en permanence des opposants. Mais la plupart du temps, quand même, des voix criant dans le désert. Ouais. La plupart du temps, j'ai cité Anatole France, je pourrais citer les surréalistes de l'entre-deux-guerres, je pourrais citer Jacques Prévert, je pourrais citer un certain nombre de militants communistes, de militants trotskistes qui ont dénoncé la colonisation. Mais en général, c'était des voix extrêmement ténues qui n'avaient pas l'audience que pouvait avoir le journal que je vous ai montré ou François à sa grande époque, et même Le Monde qui a été courageux pendant la guerre d'Algérie. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur la guerre d'Indochine. Le Monde était très consensuel et très pro-guerre pendant la guerre d'Indochine. Donc, ça a été très loin. Il y a une dernière chose particulièrement douloureuse à laquelle il est difficile de ne pas penser. Cette levée de bouclier quand Jean-Michel Apathy rappelle des faits qui sont en réalité des évidences, elle intervient aussi au moment où il y a une forme de blocus médiatique concernant la Palestine. Ces massacres de population algérienne qu'on redécouvre, ou plus exactement qu'on dénie quand Apathy les met sur le devant de la scène, ils font quand même beaucoup penser aussi à ces massacres de Palestiniens qu'on dénie ou qu'on minimise et qui de toute façon n'ont pas la même valeur que les morts de l'autre côté, qui n'ont pas la même légitimité, alors même qu'il y a une population qui est colonisée, qui est spolié, exproprié, qu'il a été avec la Nakba en 1948, et des gens qui ont été déplacés pour être mis dans la bande de Gaza notamment, beaucoup. La plupart des habitants de Gaza sont des descendants de ceux qui ont été expulsés en 1948, dont les terres ont été prises. Et puis il y a actuellement aussi le processus en Cisjordanie, qui consiste, là encore, à prendre des terres pour les attribuer à d'autres. Quel est ton regard là-dessus, alors que tu viens de terminer ce travail-là? Moi, quand j'écoute les informations, quand je vois les chaînes d'infos, quand même je lis la presse la plus diversifiée possible, je pense forcément à des épisodes très douloureux de la conquête coloniale, avec bien sûr des moyens différents, hélas différents, puisque la mécanisation de la guerre et la guerre aérienne est vraiment une calamité.
Je signale d'ailleurs, je reviendrai à la Palestine en quelques mots, mais je signale d'ailleurs que les premières fois dans l'histoire, on a utilisé des avions pour bombarder des populations civiles. C'est en 1912, dans la conquête de la Libye par l'aviation italienne, ouais, c'est ça. et en 1913 par l'aviation française contre le Maroc, et ensuite en 1925 contre les insurgés du Rif. Donc l'utilisation de l'armée de l'air contre les populations civiles est aussi ancienne que... Et donc, oui, bon, aujourd'hui, je ne peux pas regarder les informations sur le drame de Gaza. On parle aujourd'hui de 45 000 morts, et on sait que le jour où on retirera tous les décombres, on va retrouver, hélas, des milliers encore de cadavres. On sait très bien que c'est sous-évalué, bien sûr. C'est complètement sous-évalué. Mais ça peut l'être, précisément, parce que ce sont des populations de seconde catégorie ou troisième catégorie, en tout cas négligeables. Et là aussi, on peut parler des voix qui crient dans le désert. Bon, on a par-ci, par-là quelques voix qui réussissent lorsqu'elles se font entendre, mais regardez le sort qui a été réservé à Pascal Boniface, par exemple, qui a été de fait interdit d'antenne. Bon, c'était en quelque sorte un précurseur de Jean-Michel Apathy sur un autre sujet. Regardez les travaux absolument fabuleux d'Alain Grèche et de Dominique Vidal, qui sont totalement boycottés. Tenus en marge. Tenus en marge. Donc voilà, il y a quelque chose. Et puis, tu as raison, ne jamais oublier la Cisjordanie. La Cisjordanie, le drame des expulsions, le drame des commandos de colons armés contre les légitimes propriétaires de terres et les forêts d'oliviers qui sont brûlées, tout ça, c'est des choses ça fait beaucoup penser, ça fait beaucoup penser à ça ce fait que tu beaucoup décris. penser, bien sûr. Et il y a beaucoup d'auditeurs peut-être aujourd'hui qui disent, bon, même si les auditeurs du média sont plus informés que les autres, j'espère, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que même France Info, qui est quand même à peu près la plus écoutable, Ouais. ou la moins difficilement écoutable peut-être, ne disent rien sur ces phénomènes, ou disent très peu sur ces phénomènes. Il y a une cohérence, en tout cas, bien sûr, longue de ce point de vue-là dans le rapport qu'on a aux colonisés. C'est la mission de l'homme blanc de semer un certain nombre de malheurs. Si ce n'est que dans le cas de la Palestine, il y a cette complication que, en réalité, c'est au nom des crimes de l'Europe contre les Juifs que, évidemment, ce qui on ne peut pas, en tant qu'Européens, effectivement, s'opposer difficilement. Humainement, c'est insupportable. Cette pseudo-justification est insupportable. En tout cas, puisque l'ARCOM a fait savoir, donc l'autorité de surveillance des médias, qu'elle ouvrait une enquête après que Jean-Michel Apathy a rappelé ce qui pourtant constitue des évidences pour les historiens, est-ce qu'ils t'ont demandé ton livre, puisque leur enquête va consister tout simplement à lire les historiens de la colonisation pour se rendre compte qu'Apathy avait raison? Bah écoute, pour l'instant non. Alors la réponse est pour l'instant non. Bon. Je signale au passage les travaux de Jacques Frémaux et de Colette Zitnicki, qui sont des collègues estimés qu'on peut lire. Et juste peut-être une dernière précision. Y a-t-il un seul historien qui soit venu sur les plateaux pour dire que Jean-Michel Apathy avait tort? Il y a des idéologues, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les toutologues qui parlent de tout. Ils n'ont pas été invités, évidemment. Ils n'ont pas été invités, mais non, mais je veux dire, même un historien qui serait, on va dire, négationniste, aurait pu, s'il en avait un seul, il l'aurait invité. Oui. Il l'aurait invité. Oui. Il n'y en a pas. Non, tout à fait. Tous les historiens c'est une savent évidence, que, bien sûr. Alors, on peut discuter, polémiquer sur les méthodes, sur les chiffres, sur la périodisation, mais sur la constatation que la conquête de l'Algérie a été un drame absolu et un cataclysme pour la population civile algérienne, nous sommes tous d'accord. Merci beaucoup Alain Ruscio. Merci à toi. Indépendamment de cette actualité brûlante, même si ça peut pas être une démarche complètement indépendante de toute façon, il faut absolument lire ton travail donc d'historien qui s'appelle La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance sous la monarchie de Juillet, paru avec un très beau volume donc aux éditions de La Découverte. Merci. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail si vous nous regardez à la télévision. Vous pouvez aussi rejoindre sur Facebook le groupe de discussion de La Grande Hache qui s'appelle La Grande Hache Histoire et Idées. Vous pouvez nous suivre le compte sur Blue Sky de La Grande Hache. Continuez à nous soutenir
Abonnez-vous à partir de 5 € par mois, c'est très important pour nous. Devenez même sociétaire de notre coopérative, car nous sommes une coopérative, nous n'appartenons à personne. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV, mais aussi Le Média 24/7, pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. À bientôt.